à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va avoir une nouvelle dimension aujourd'hui, on va franchir une dimension qui est celle de l'Europe. On va aller s'intéresser à ce sujet souvent méconnu de nos concitoyens pour parler avec un représentant d'une association, le secrétaire général plus exactement du CCRE, de la CCRE. Frédéric Vallier, comment est-ce qu'on dit et qu'est-ce que ça veut dire CCRE? Alors on dit du CCRE, bonjour Frédéric Duval, et le CCRE c'est le Conseil des communes et régions d'Europe. C'est une organisation qui fédère les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, en France, les villes, les départements, les régions, et qui, au niveau européen, est leur voix vis-à-vis des institutions européennes, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau du Conseil de l'Europe. Et donc, nous fédérons aujourd'hui plus de 60 associations nationales dans 41 pays européens. D'accord, donc on va parler un peu d'Europe, on va parler de pouvoir local, parce que c'est ça que ça raconte, et on saisit une opportunité qui est que vous fêtez en tant qu'organisation votre 70e anniversaire, c'est ça? Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que 70 ans, ça nous ramène à 1951. Et en fait, le CCRE est né de la volonté de maires de 6 pays européens au départ, de s'engager après l'appel de Schuman pour construire une Europe qui s'appuie sur les territoires, sur les collectivités territoriales et qui s'engage sur 2 volets essentiels pour nous. Le premier, c'est la coopération au niveau européen. C'est comme ça que sont nés les jumelages de villes, que tout le monde connaît. Et puis, un deuxième pilier qui était la reconnaissance des territoires, des collectivités territoriales, comme acteurs de la gouvernance dans leur pays et comme acteurs de la gouvernance européenne à construire à l'époque. Et on voit que c'est un sujet toujours d'importance, hein. On va rebalayer l'histoire, mais ce qu'on sait aujourd'hui, on le voit partout, c'est que, et je suppose que c'est vrai dans tous les pays européens, mais en France en tout cas c'est le cas, les citoyens sont très attachés à leur pouvoir local, ils font confiance, hein, à leur maire, etc. Est-ce que c'est vrai à l'échelle européenne? Est-ce que c'est aussi justement ça que vous voulez continuer à défendre? Et on verra tout à l'heure dans la discussion que c'est un des éléments importants, hein, associer les citoyens et le pouvoir local. Tout à fait, c'est des études que l'on conduit régulièrement et qui montrent que les citoyens européens sont très attachés à leur maire, à leur pouvoir local, et d'ailleurs les élections locales sont toujours celles qui ont le plus fort taux de participation partout en Europe. Donc il y a un attachement à la proximité, et cette proximité, nous voulons la faire vivre aussi au niveau européen en engageant les citoyens à travers leurs représentants locaux dans des débats qui les concernent et qui sont très importants pour leur vie quotidienne, mais aussi pour le développement de l'Europe. Alors vous êtes une structure associative qui est, je vais dire, à côté des institutions européennes, mais qui est connectée, hein. Quelle est votre place exacte, votre position pour ceux qui ne voient pas un peu comment ça fonctionne? Vous êtes une sorte de lobby public et votre travail, c'est d'essayer d'aller défendre un certain nombre de sujets auprès de ceux qui décident au niveau européen, c'est ça? Pour faire simple. Tout à fait. En fait, nous sommes une association, comme les associations qui existent en France pour représenter les collectivités territoriales. Nous avons une association française du Conseil des communes et régions d'Europe qui fédère en fait l'ensemble de la représentation française, de représentants de l'AMF, de l'ADF, de l'ARF, et qui sont toutes des associations, mais qui sont des associations reconnues par le gouvernement. Eh bien, nous sommes reconnus par les institutions européennes comme des partenaires de la gouvernance européenne. Le Parlement européen a voté une résolution il y a encore 2 ans demandant aux institutions que le CCRE soit associé, non pas à la prise de décision, parce que nous ne sommes pas une institution, mais associé au travail européen pour porter la voix des territoires et pour pouvoir justement faire en sorte que les décisions qui sont prises à Bruxelles ou à Strasbourg soient en cohérence avec les besoins des territoires. Donc nous sommes parfaitement intégrés, si vous voulez, à la machine européenne, en ce sens que nous sommes une organisation reconnue. Mais nous ne sommes pas une institution, nous avons gardé notre liberté et nous pouvons interagir avec l'ensemble des institutions sur l'ensemble des sujets qui concernent les territoires.
Alors justement, vous évoquiez le fait qu'il y a 70 ans, c'était né sur une certaine idée. Je suppose que les thématiques sur lesquelles vous travaillez, les sujets que vous portez ont évolué en 70 ans. Comment concrètement vous faites et sur quoi vous réfléchissez, à quoi vous réfléchissez au quotidien et quelles grandes idées vous voulez faire passer aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que à la fois ça a évolué et finalement, on retrouve quand même l'ADN de l'organisation au départ parce que la place des territoires dans la gouvernance, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. On le voit aussi en France, par exemple, quand on débat de décentralisation, de concertation avec l'État. Nous sommes une organisation qui promeut évidemment la décentralisation, l'autonomie des pouvoirs locaux et régionaux dans leur capacité à décider. Et on voit bien que ce débat, il est toujours d'actualité. Mais par ailleurs, évidemment, en 70 ans, beaucoup de choses ont changé en Europe. Vous savez, il y a un des fondateurs du CCRE, était le maire de Lyon, Édouard Herriot. Vous êtes lyonnais, donc ça va vous parler. Et Édouard Herriot avait dit lors de la fondation du CCRE, tout divise les États et tout rapproche les collectivités territoriales, tout rapproche les communes. Cette citation, cette espèce de motto, on le porte toujours en nous parce qu'on voit bien que aujourd'hui, la difficulté qu'il peut y avoir de discussion entre les États au niveau européen, au niveau local, on n'a pas toujours ces difficultés. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord, mais on arrive à trouver des compromis parce que l'intérêt local est toujours privilégié. Donc, beaucoup de choses ont changé en 70 ans, évidemment. La construction européenne est passée par là. Nous avons obtenu des financements pour les territoires, c'est les fonds FEDER que les élus connaissent bien et qui financent la politique régionale. Nous avons obtenu une représentation au niveau du Conseil de l'Europe avec le Congrès des pouvoirs locaux, qui est un peu une chambre à côté du Conseil de l'Europe, qui a pour but de vérifier l'application des principes d'autonomie locale. On a une charte qui est la charte européenne pour l'autonomie locale et régionale, qui est née du CCRE, puisqu'en 1953, le CCE, à l'époque, les régions sont arrivées après, a adopté son premier texte qui était une charte des libertés communales et qui appelait les États à respecter le droit des collectivités territoriales. Maintenant, c'est un texte qui est inscrit dans le droit européen au niveau du Conseil de l'Europe, donc des 47 pays du Conseil de l'Europe qui l'ont tous ratifié. Au niveau de l'Union européenne, nous avons obtenu en 1992 avec le traité de Maastricht la création du comité des régions, qui est aussi une chambre consultative des territoires et qui a pour but de suivre la politique européenne de façon différente de ce que l'on fait nous, puisque nous, on se positionne plus en amont. C'est là qu'on a un rôle de lobbying public, c'est-à-dire qu'on travaille avec les parlementaires, on travaille avec les services de la Commission pour préparer les textes de réglementation. Le comité des régions donne un avis une fois que les règlements sont en instruction, mais tout ça est complémentaire. Et puis, il y a beaucoup d'autres sujets qui aujourd'hui font l'actualité. Je pense par exemple à la migration. Nous avons les villes sont en première ligne quand il s'agit d'accueillir les réfugiés. On l'a vu pendant la crise de 2015. Et là-dessus, le CCRE a joué un rôle essentiel de mise en relation et surtout d'échange d'expériences entre les villes pour mettre en place des politiques d'intégration, d'accueil des réfugiés. Et aujourd'hui, nous avons un projet, Inclucities, qui justement permet d'étudier un peu les phénomènes et de sortir des préconisations qui vont être utiles à la fois pour les institutions et pour les villes. Ce qui doit pas être facile d'ailleurs, parce que une des difficultés sans doute, enfin, c'est que on fonctionne pas tous de la même manière. Alors c'est vrai que votre association elle est plus large que la seule Union européenne, mais en France on a une organisation territoriale spécifique. Je suppose qu'il y a plein de décalages et de différences. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser? J'ai l'impression que dans le contexte aujourd'hui, l'harmonisation à l'échelle européenne, vous parliez des situations des migrants, je suppose aussi que face à la situation sanitaire, il y a des échanges, mais ça doit pas être facile alors que rien n'est organisé de la même manière. Comment on fait pour parler d'une seule voix?
Oui, alors c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que au cours des 60 années de construction européenne, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont, si ce n'est harmonisées, au moins copiées, je dirais même d'un pays à l'autre. Par exemple, je parlais de la décentralisation. C'est vrai que si on se replonge dans les années 50, la décentralisation n'était pas du tout un sujet en Europe, à part dans quelques pays peut-être. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous les pays européens avec des niveaux différents. La France reste un pays très centralisé par rapport aux autres, mais malgré tout, ça évolue. Et par rapport à la crise sanitaire ou à la crise du Covid que vous soulignez, c'est vrai qu'il y a des pays où la santé est décentralisée, par exemple. Et donc, on voit aussi, et on a vu dans la crise sanitaire qui existe depuis un an maintenant, on voit que les pays qui sont plus décentralisés ont une réponse plus adaptée territorialement. La France a décidé récemment d'avoir une vision plus territorialisée du confinement, par exemple, mais c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays depuis le début de la crise, par exemple en Allemagne, où ce sont les Länder qui sont responsables de la santé publique. Donc on étudie aussi tous ces phénomènes-là, et puis on accompagne les territoires aussi dans non pas la gestion, mais la compréhension de ce qui peut se faire et de la manière dont on peut procéder. C'est tout à fait intéressant, mais c'est aussi une aide évidemment aux collectivités territoriales. Ouais, ça ne doit pas être tous les jours facile de rassembler tout ça. Alors s'il y a bien un sujet en tout cas qui touche tout le monde et on l'évoquait et auquel tout le monde est confronté, y compris et surtout les collectivités, c'est évidemment par rapport à ce qui se passe en termes de crise, j'allais dire économique et au-delà sociétale. Un des enjeux aujourd'hui européens, c'est la réflexion en cours à la fois sur le Green Deal et sur le plan de relance, qui va évidemment concerner au premier chef les pouvoirs locaux, les collectivités, d'abord par un soutien aux communes, mais aussi sans doute parce que les communes sont un acteur de la relance possible. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que vous intégrez ça? Pouvez-nous le présenter peut-être? Et quelle est votre action sur le plan de relance et le Green Deal qui, je crois, sont liés? Oui, alors vous savez que quand la Commission européenne a pris son mandat, la nouvelle Commission européenne, le premier vice-président, Frans Timmermans, a dit nous avons une génération pour changer de modèle européen. Et quand il disait ça, il faisait référence à la transition écologique, le passage d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et puis est venue frapper la crise du Covid avec la nécessité de réfléchir à l'après-Covid. C'est-à-dire, on voit bien la fragilité des économies européennes et les dangers la crise qui se profile à l'horizon, la crise économique et sociale. Et donc, l'Europe, pour la première fois, a décidé de s'engager dans un plan de relance commun. Et c'est une énorme avancée. Les gens n'en ont pas forcément conscience, mais c'est quand même la première fois qu'on va créer un plan de relance global avec des emprunts, avec une dette européenne qui va être partagée et qui va être mise à disposition de l'ensemble des pays et en particulier de ceux qui vont subir ou subissent le plus la crise. Alors nous, notre rôle là-dedans, ça a été d'emblée de dire ce plan de relance, il doit s'appuyer sur les territoires et il doit donner aux territoires la possibilité de répondre aux problématiques qui se posent. Premier confinement, en mars de l'an dernier, nous avons fait une étude au mois de juin et les collectivités territoriales ont perdu en moyenne en Europe 20% de leurs recettes, seulement en 3 mois. Là, il faudrait refaire évidemment les comptes à l'issue de la crise, mais ce que l'on sait, c'est que la crise et le Covid vont avoir un impact très important sur les finances des collectivités territoriales et surtout sur le social, la politique sociale et tout ce qui est lié. Alors, nous avons demandé à la Commission que les territoires soient inclus dans le plan de relance et qu'ils puissent non seulement
mettre en place les politiques décidées à Bruxelles ou au niveau national, puisque les plans de relance doivent être adoptés et dessinés au niveau national dans chacun des pays de l'Union européenne, mais nous avons demandé qu'ils soient associés à la mise en place du plan de relance lui-même, c'est-à-dire aux politiques qui vont dessiner ce plan de relance. La Commission européenne a donné comme recommandation, parce que la Commission européenne ne peut pas obliger les États, mais a donné comme recommandation aux États d'associer les associations de collectivités territoriales au design, pour dire un mot bien français, de chacun des plans de relance nationaux. Et donc, quand les plans nationaux vont être redonnés au niveau européen, il y aura une vigilance particulière sur l'association des collectivités territoriales. Mais je voudrais dire aussi que, et ça va parler à tout le monde, l'investissement public en Europe, il est porté à 60% par les territoires. Et donc, si on veut relancer l'Europe, il est indispensable de redonner aux territoires la possibilité d'investir. Parce que ce sont eux qui investissent. Ils investissent dans la construction de biens publics, que ce soit les écoles, que ce soit les centres culturels ou autres, mais qui aussi mobilisent les acteurs de terrain pour développer leur économie locale. Et donc, c'est pour nous très important et je pense que tout le monde peut le comprendre. Maintenant, le lien avec le Green Deal, il se fait par la priorité qui est donnée aux investissements verts, c'est-à-dire que dans le plan de relance, la majorité des investissements doivent conduire à décarboner la société et doivent conduire à créer les conditions d'une transition énergétique et écologique au niveau de l'ensemble du continent. Donc, par exemple, l'isolation des bâtiments publics, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quelque chose de très important parce que ça compte pour énormément dans les émissions de gaz à effet de serre, les logements également, et donc les logements, on sait bien qu'ils sont dans les collectivités, évidemment. Donc tout ça, on le suit pour faire en sorte que, eh bien, il y a des financements prévus pour ça et qu'on ait aussi des instruments financiers, pas forcément des subventions, mais aussi des moyens pour développer des instruments financiers nouveaux qui vont permettre cette transition écologique et cette transition vers un monde plus durable. Alors à vous entendre, Frédéric Vallée, c'est vrai que on sent, comment dire ça, vous êtes un peu, à la fois, notre société est à la croisée des chemins, mais même, j'ai l'air que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous me direz si je me trompe, mais on évoquait à la fois cette société de plus en plus complexe, mondialisée, où plein de choses nous échappent, et en même temps cette envie d'un retour aux sources à l'hyper-local. Aujourd'hui, le local, le terroir presque, la proximité, le lien, la solidarité, c'est l'essentiel. Et on a l'impression que l'Europe est un peu perdue entre les deux. Est-ce qu'il y a justement encore une place, ou comment on peut faire comprendre aux gens que la mutualisation, l'organisation européenne, c'est quand même une chance, alors que les gens ont tendance à revenir peut-être vers des sentiments un peu plus égoïstes ou nationaux. Enfin, vous voyez, ce paradoxe un peu que la crise a peut-être accentué. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi. Oui, c'est très ambivalent, mais en fait, ça se comprend. Parce qu'on a, au cours des dernières années, on peut dire au cours des 20 dernières années, on a eu le phénomène de la globalisation. On voit bien que de plus en plus d'enjeux sont portés au niveau global ou au niveau européen. Et donc, cette distanciation a créé un besoin pour les citoyens de se replacer au cœur de leur communauté. Et donc, on a un besoin de proximité très fort. Et moi, je dirais que la difficulté, c'est plutôt où se positionnent les pouvoirs intermédiaires, où se positionnent les États, par exemple, parce qu'on parle de l'Union européenne, on dit tout le temps l'Union européenne. Hier, j'entendais Jean-Luc Mélenchon disant l'Union européenne a décidé, mais ce n'est pas l'Union européenne qui décide, c'est une organisation politique, l'Union européenne. Elle est constituée d'États, donc ceux qui décident, ce sont les chefs d'État, quand ils se réunissent en Conseil,
ou les parlementaires quand ils se réunissent au Parlement européen. C'est pas une entité abstraite, c'est quand même toujours le fruit d'une volonté politique, certes difficile à concilier parfois, mais il y a bien des gens qui décident quelque chose. Et donc pour vous, c'est un bon niveau l'Europe en fait. C'est ça qu'on entend pour avancer face aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Oui, alors d'une part, et puis elle est encore à construire sur beaucoup de points. On a parlé de la crise sanitaire, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de politique européenne de la santé. C'est pas parce que les fonctionnaires de la Commission européenne ont décidé qu'ils ne voulaient pas s'intéresser à la santé. C'est parce que dans les traités, la santé n'est pas une politique partagée au niveau européen. Ça va changer, forcément, parce qu'on voit bien que face à une crise comme celle du Covid, on a eu un manque de coordination. Chacun a fait un peu ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait au départ. Ça a créé de la confusion et ça n'a pas été bon pour la gestion de la crise. Donc, très rapidement, la Commission européenne a été mandatée pour coordonner un peu les réponses, mais on voit bien qu'il y a là un manque au niveau d'une vraie politique de santé européenne ou, par exemple, la recherche sur les vaccins. Pourquoi l'Europe n'a pas développé de vaccins? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique pour créer un géant de la recherche européenne, comme il y en a sur l'aéronautique ou sur l'espace, par exemple. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place parce que maintenant, on en voit la nécessité. Mais ça prend du temps, évidemment. C'est plus d'Europe et surtout mieux d'Europe. En fait, c'est un peu comme si on était encore au milieu du gué, parce que l'Europe est une construction très récente et qu'au fur et à mesure, on avance sur les vrais enjeux. Alors justement, pour penser l'avenir, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur et qui est important, et d'ailleurs qui va impacter durablement, j'espère, les citoyens. Il y a une réflexion, il y a un débat à venir sur le futur de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est et nous dire comment vous comptez intervenir en tant que CCRE? Alors, vous savez que les débats sur la construction européenne, il n'y en a pas tout le temps. Il y en a au moment des élections, un peu, au moment des élections européennes. Mais le dernier grand débat qu'il y a eu, ça a été au moment de la Constitution de 2005. On a vu comment ça s'est terminé, pas très bien. Donc là, l'idée qui a été portée, il faut le dire, par la France, par le président Macron, constatant la distance qui se crée entre les citoyens et les institutions européennes, il a été proposé d'organiser une conférence sur le futur de l'Europe, mais une conférence qui ne soit pas un événement en soi, mais qui soit une multiplication de rencontres, d'événements qui puissent faire remonter au niveau européen le souhait, les envies, les attentes des citoyens constitués en organisation ou individuelles pour dessiner finalement les futures étapes de la construction européenne, comme celle dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, évidemment, nous allons nous inscrire dans cette démarche. Nous avons déjà indiqué notre volonté d'y participer en organisant avec nos membres une série de dialogues territoriaux dans chaque région européenne qui permettent à l'ensemble des organisations constituées comme les syndicats, les représentants des entreprises, les jeunes, les femmes, toutes les organisations constituées, mais aussi les citoyens qui souhaitent y participer, de venir à ces débats et de décrire finalement un peu leurs souhaits, d'adresser leurs attentes. Et puis nous en ferons des synthèses nationales dans chacun des pays, des 27 pays de l'Union européenne, et une synthèse européenne qui sera révélée au cours d'une conférence en France, puisque c'est pendant la présidence française en 2022 que cette conférence doit se tenir. Et nous remettrons un rapport aux institutions sur l'ensemble de ces dialogues territoriaux. Où tous les citoyens pourront, y compris, parce que je sais que vous y êtes sensible, aborder un certain nombre de nouvelles thématiques, y compris, parce qu'on vous y attend moins, mais sur les droits, sur l'égalité entre les individus, l'égalité des sexes, etc., qui sont aussi dans l'air du temps et la société.
Donc Mais c'est très important parce que les collectivités sont le premier échelon de contact avec les citoyens. Donc c'est par là qu'on peut justement aborder des questions qui peuvent remonter. Et les droits sont un élément essentiel de notre action. Vous parlez de l'égalité femmes-hommes. Le CCRE est promoteur d'une charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui est un document qui a été signé par 2000 collectivités en Europe et qui garantit la mise en place de plans d'action pour permettre l'égalité au niveau local. Et cette charte, elle est aujourd'hui contestée par certains États, la Pologne notamment, qui ne reconnaît pas aux collectivités territoriales le pouvoir ou le droit de développer des politiques en matière d'égalité. Donc c'est un combat que nous menons aussi, vous voyez, pour renforcer le droit. Et je pense aussi au combat que nous menons sur les LGBT en Europe de l'Est, avec l'action que mène le parti majoritaire en Pologne dans certaines communes pour se déclarer LGBT Free Zones. Donc, espace excluant les personnes homosexuelles ou LGBT. Et nous avons mené une campagne l'an dernier qui a été reprise depuis par le Parlement européen, qui a voté une délibération le mois dernier pour dire que l'Europe était une zone libre pour les personnes LGBT. Donc, non, le combat des valeurs est un combat que nous menons quotidiennement et avec nos membres, souvent beaucoup plus ouverts sur ces questions-là que le sont les gouvernements ou les États. Mais c'est là où la proximité avec les citoyens joue sans doute. Donc tous ces enjeux importants, voilà, c'était bien de les rappeler. Ça commence, j'allais dire aujourd'hui, donc jusqu'en 2022. Je suppose que toutes les occasions sont bonnes. Et je pense notamment en France, mais partout ailleurs, je crois le 9 mai est une journée un peu particulière. C'est la journée de l'Europe. C'est peut-être aussi certainement pour vous l'occasion de rappeler à la fois vos combats, vos missions, vos engagements. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs envisager de se retrouver à cette occasion et de poursuivre le dialogue, puisque dans la vocation d'Immédiat, il y a la notion un petit peu de pédagogie et d'explication des grands enjeux pour permettre des choix conscients et éclairés. Donc peut-être que ce sera une opportunité. Est-ce que vous avez des actions déjà prévues à cette date spécifique avec les pouvoirs locaux ? Oui, bah écoutez, avec plaisir. Le 9 mai est une date symbolique. C'est l'appel de Schuman à la construction européenne. C'est une date qui est souvent fêtée dans les communes. Le 9 mai prochain, normalement, je dis normalement parce que c'est pas encore complètement calé, devrait être le jour du lancement de cette conférence sur le futur de l'Europe à Strasbourg, en présence des autorités européennes et françaises. Et donc, nous y serons présents et on pourrait tout à fait s'y retrouver avec une délégation d'élus locaux qui sera également présente, notamment, évidemment, des Français et des Alsaciens. Eh ben, on prend date, Frédéric Vallée. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CCRE. Merci pour votre présence aujourd'hui dans notre émission. Merci pour ces éclaircissements. On se donne rendez-vous, donc si ça a lieu, le 9 mai pour poursuivre sur ces questions et ces enjeux. D'ici là, on mettra évidemment le lien Internet du site pour comprendre l'ensemble des documents disponibles, des ressources. Et puis, merci d'avoir été présent. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.